Eh bien, bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Le webinaire du jour porte sur les bonnes pratiques à adopter pour assurer la disponibilité et la sécurité des données en cas de sinistre. Ce webinaire durera environ 30 minutes. Je vais activer vos micros. Vous pourrez ainsi prendre la parole au fur et à mesure de la présentation si vous avez des remarques ou des questions. Pensez bien aussi à activer vos micros de votre côté. Il faut que ça se fasse dans les deux sens. Pour information, cette présentation sera enregistrée et sera après mise en ligne sur notre chaîne YouTube pour qu'elle puisse profiter au plus grand nombre. Je me présente, je suis Aurélien Fuge, j'ai la responsabilité du marketing et de la communication pour les sociétés Promosoft Informatique, Ami DSI Informatique et Project SI pour sa branche infrastructure. Aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus dépendantes de leurs systèmes d'information qui eux-mêmes sont de plus en plus exposés à tout type de défaillance. Un incendie, un bug informatique, une cyberattaque peuvent mettre en péril votre activité. La disponibilité et la sécurité de vos données sont devenus donc un enjeu majeur pour la pérennité de votre entreprise, et ce, quelle que soit sa taille et son secteur. Au sommaire aujourd'hui, nous verrons lors de ce webinaire, nous ferons une présentation des différentes solutions qui existent pour vous prémunir d'une interruption de votre système d'information. Et pour cela, je vais laisser la parole successivement à Alain Folliard, directeur commercial et associé, et Guillaume Rubel, responsable technique chez Promosoft Informatique, Project SI et Ami DSI. Bonjour Alain. Rebonjour, donc Alain Folliard. Donc effectivement, c'est une image marquante que tout le monde a vue. Puis je vais rien vous apprendre en vous disant que les datas sont devenues au fur et à mesure des années la matière indispensable pour l'entreprise. Et il faut bien avoir conscience qu'il appartient à chacun de gérer ce patrimoine, son patrimoine, sans lequel aujourd'hui l'entreprise s'arrête. Donc, ce qui fait, d'où ce titre, la nécessité d'avoir une sauvegarde résiliente et une capacité de redémarrage. Tout à l'heure, dans la présentation, on détaillera un petit peu le langage utilisé par les informaticiens lorsqu'ils parlent de RPO, RTO, WRT. En fait, tout ceci mentionne le tolérable pour l'entreprise. Donc, il appartient à chacun d'avoir cette notion bien en tête et on regardera ça en détail après. Donc, cette photo, c'est juste pour montrer que personne n'est à l'abri et que le risque zéro n'existe pas. Nous-mêmes, nous utilisons beaucoup le cloud OVH, mais nous avons une organisation interne pour nos clients avec des sites différents. Donc, justement pour parer à ce type de problématique. Je peux passer à la slide suivante. Donc, le RGPD, eh bien, c'est parmi les bonnes pratiques. Le RGPD est un outil pour vous aider à cette mise en place. Et sur le thème de la sauvegarde, il y a, je rappelle, l'article 32 sur la sécurité des traitements et qui oblige les entreprises et les administrations donc à bien gérer leurs data et donc à bien gérer les données sensibles des citoyens, puisqu'il y a des procédures de chiffrement et de restitution en cas de défaillance technique. Mais il y a aussi dans cet article l'obligation de pouvoir rapidement restaurer des sauvegardes. Donc, vous voyez que le RGPD a une part assez importante sur la sauvegarde et la qualité des sauvegardes. L'utilité de l'audit, eh bien, ça permet de mettre en lumière les faiblesses et les axes d'amélioration d'un système d'information dans un recueil de préconisations. Il y a l'audit de l'infrastructure en place parce que très souvent, lorsqu'on fait des audits, on détecte des failles passées au travers des installations parce que souvent, ce qui se passe, c'est on repart pas de zéro, donc on récupère des anciennes installations, les remodifie. Donc, ça arrive à tout le monde. Je blâme personne, mais ça arrive à tout le monde de passer à côté de failles et l'audit est justement là pour avoir un œil extérieur.
Et il y a aussi l'audit sur l'utilisation au regard de votre activité. Et là, le sujet du télétravail qui s'est généralisé a changé beaucoup de choses sans que les bonnes pratiques sécuritaires soient mises en place. Et ça, on le voit tous les jours chez vraiment beaucoup de personnes et il y a un vrai cap à passer pour vraiment bien analyser l'activité actuelle et comment est utilisée l'informatique. Je vais passer la parole à Guillaume pour détailler les solutions. Merci Alain. Alors normalement, j'ai récupéré le partage d'écran. J'espère que tout le monde le voit. Confirme. Donc je me représente, je suis Guillaume Ribet, je suis le responsable technique chez Promosoft et en charge également du déploiement de nos solutions. Donc l'objectif pour moi est de vous présenter des solutions de haute disponibilité. Donc je vais vous présenter quelques solutions. Il y en a beaucoup qui existent sur le marché. L'idée aujourd'hui est de voir ce que l'on fait et dans les grandes lignes. Je vous invite à m'interrompre si vous avez des questions pendant cette présentation. N'hésitez pas si vous avez besoin de compléments. D'accord? Alors, avant de commencer, de parler des PCA, PRA, j'aimerais faire un petit rappel sur la règle d'or. La règle d'or de la sauvegarde, qui est la fameuse règle du 3-2-1-0. L'idée de cette règle de sauvegarde est de posséder 3 copies différentes des données. Donc, cela inclut vos données de votre serveur, votre machine virtuelle, et ces données-là doivent être également recopiées sur 2 sauvegardes. Alors, ces 2 sauvegardes-là, pour que cela fonctionne correctement, il est nécessaire que ce soit mis sur 2 médias différents. Ces 2 supports doivent être absolument de technologies différentes afin d'éviter les pannes, parce que c'est bien connu que lorsqu'on achète, par exemple, plusieurs disques durs d'une même série, lorsqu'un disque tombe en panne, il est fort probable qu'un second disque tombe en panne très prochainement. Donc, les 2 médias doivent être absolument différents. Donc, quand on parle de médias différents, ça peut être un NAS, ça peut être un RAID, ça peut être du cloud, ça peut être un lecteur de bande LTO, par exemple. Donc là, on est dans les règles 3.2. Le 1 représente l'externalisation. Donc, 2 solutions, soit une sauvegarde dans le cloud ou hors site. L'idée est d'avoir une sauvegarde hors ligne de vos données. En cas de, si jamais il y a un incident dans le bâtiment ou un vandalisme, qu'on ait les dernières données en dehors de l'entreprise. Ensuite, la règle 0, c'est de n'avoir aucune erreur après un test de restauration. Il est primordial de faire des tests de restauration de nos données. Combien de fois on peut avoir des clients qui font des tests, enfin qui sauvegardent, on a les sauvegardes qui sont réussies, mais pour X raisons, le média peut être corrompu ou il peut y avoir des erreurs. Et il ne faut pas attendre d'avoir une défaillance, qu'on soit en crise dans le sens où la production est arrêtée pour faire des tests de restauration. Ensuite, pour finir sur les prérequis d'avoir une bonne sauvegarde avant de parler de PCA, PRA, j'aimerais apporter quelques notions sur le RPO-RTO. Le RPO, que l'on voit ici, c'est le temps admissible de perte de données après un incident. Donc, on a une autre dernière sauvegarde de réaliser, par exemple, la veille au soir, et le lendemain, 15 heures, le système est indisponible, suite à une défaillance matérielle, suite à une mauvaise mise à jour, suite à une suppression de données. Donc, le RPO, c'est ça, c'est le temps qui s'est passé entre notre dernière sauvegarde et le moment de l'incident.
Donc, ce qui nous donne la quantité de données que l'on est prêt à perdre. Donc là, il y a plusieurs solutions. On peut réaliser des sauvegardes plus régulièrement, sur le temps du midi, toutes les 2 heures, qui permet de diminuer ce temps du RPO. Ensuite, il y a le moment de décision. À partir du moment où on se rend compte que le système est défaillant, la prise de décision, dire qu'est-ce qu'on fait? On appelle le service informatique ou il faut qu'on lance la restauration. À partir du moment où on prend la décision de lancer la restauration, c'est le RTO. C'est le temps que va prendre le système à se restaurer avant le redémarrage de la machine virtuelle. Ce RTO va varier énormément selon les technologies de sauvegarde que l'on met en place. Par exemple, pour prendre un cas simple, si vous avez 2 Tera de données et que vous faites une sauvegarde sur du NAS en gigabits, 2 Tera de données en gigabits, ça prend à peu près 6 heures pour se restaurer. Voilà. Donc, c'est des notions qu'il faut avoir et qu'il faut analyser avant un incident. Une fois que la machine virtuelle, une fois que les données sont restaurées, si par exemple on a eu un incident suite à un CryptoLocker, il va y avoir du temps pour analyser les données. Analyser que les données sont saines, analyser qu'il n'y a pas de traces de virus, ce genre de choses, avant de pouvoir retrouver un fonctionnement normal. D'accord? Donc ça, c'est les notions de RPO-RTO. Donc l'objectif aujourd'hui est de diminuer considérablement le RPO et le RTO afin de pouvoir limiter au maximum les temps d'indisponibilité et de retour à la normale. Donc je vais vous présenter plusieurs cas. Le cas qu'on a chez les 3/4 de nos clients, qui est le monoserveur. Le monoserveur avec des machines virtuelles en production. Si vous avez des questions par rapport aux notions de machines virtuelles ou ce genre de choses, n'hésitez pas à activer votre micro et me poser des questions. Je suis à votre écoute. Donc, dans le cas d'un monoserveur, c'est la solution qui est intéressante parce que c'est un coût d'acquisition qui est faible. C'est-à-dire qu'on a seulement un serveur qui fait tourner plusieurs services, votre ERP, la gestion de votre bureautique sur le serveur. Donc c'est un premier niveau de sécurité parce que effectivement les données sur votre serveur, donc on met en place du RAID, il y a des doubles alimentations sur votre serveur. Par contre, effectivement, c'est qu'un premier niveau. Si jamais la carte mère du serveur tombe en panne, on perd tout l'accès aux données. Si la carte mère tombe en panne, ça va dépendre pour pouvoir redémarrer des délais de réparation du constructeur. Donc en général, on est à J+1 en espérant que le serveur, souvent lorsque ça tombe en panne, c'est des serveurs qui ont plus de 3 ans, 4 ans, et dans ce cas-là, il faut que les pièces soient encore disponibles. Et donc du coup, cela, en cas de défaillance, ça nous donne des temps de remise en fonction qui peuvent être très élevés, et voir aussi des temps de restauration de machines virtuelles qui sont élevés. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'une machine virtuelle de bureautique qui avait 2 Tera de données, ça prenait 6 heures pour se restaurer. En fait, on est dans ces cas de figure-là. Imaginons que ce serveur-là avait une sauvegarde sur un NAS et par exemple dans le cloud, pour avoir la règle du 3-2-1. Pour restaurer ma machine virtuelle, je vais dépendre de mon NAS et restaurer mes 2 Tera, ça va me prendre à peu près 6 heures pour revenir à un mode de fonctionnement. Et si en plus ma sauvegarde datait de la veille, donc d'hier soir à 22 heures que je me rends compte qu'à 15 heures ma sauvegarde est tombée en panne et qu'il me faut 6 heures pour restaurer, je perds quasiment 2 jours de travail entre le moment où je dois restaurer mes données et à partir du moment où je vais pouvoir recommencer à travailler. Voilà. Donc c'est le cas le plus compliqué. Donc il y a des solutions pour ça, pour répondre à cette problématique. Le premier cas, c'est mettre en place un PRA. Donc le PRA, ça veut dire c'est un plan de reprise d'activité. Il y a plusieurs types de PRA. Pour le moment, je vais vous présenter le premier, qui est un PRA en local. Le PRA en local, en fait, c'est lorsqu'on a
le serveur de production et un serveur de secours. Alors, ce serveur de secours, ça peut être un nouveau serveur hein, de même génération que le premier. En général, il est dans nos offres, on le met un petit peu moins puissant que l'actif. Par exemple, ici, vous êtes en disque SSD et là, vous êtes en disque SATA 10K avec ici un processeur Gold ou un processeur Silver dans les deux cas. L'idée d'avoir la même quantité d'espace disque, la même quantité de mémoire, mais moins cher. L'idée est de, en cas de défaillance du premier serveur, pouvoir redémarrer sur le serveur de secours de manière dégradée. D'accord. Alors, dans certains cas, il est même possible de récupérer l'ancien serveur, quitte à l'upgrader en termes d'espace disque mémoire, afin qu'il serve de serveur de secours si jamais il y a une défaillance du premier serveur. Donc, le PRA, hein, pour l'imager, hein, c'est une réplication de vos machines virtuelles sur un second serveur. Donc, cette solution-là, ça nous permet de diminuer considérablement le RTO, le temps de redémarrage, parce que en cas de défaillance d'une machine virtuelle, il suffira, nous, de redémarrer cette machine virtuelle sur le serveur de secours à un point donné. L'avantage du PRA, c'est qu'on peut avoir un RPO de 4 heures, c'est-à-dire qu'on peut avoir une réplication toutes les 4 heures des machines virtuelles sur le serveur de secours. Dans certains cas, hein, si les infras sont suffisamment performantes, on peut même descendre le RPO à 1 heure hein, sans trop de problème. Et donc, le RTO, le temps de redémarrage de machine virtuelle, on l'estime à partir de 1 heure. 1 heure, pourquoi? Parce que comme on a vu tout à l'heure sur la première slide de RPO-RTO, en fait, il y a un temps entre le moment où le système est indisponible et le moment de la décision et le moment d'intervention de l'équipe informatique. Voilà, donc un RTO à partir d'une heure, le temps de pouvoir redémarrer la machine virtuelle. L'intérêt d'être en local, c'est que l'intérêt d'être en local, c'est qu'il n'y a pas de modification du réseau. C'est-à-dire que ça ne va générer aucune perturbation des utilisateurs. La machine virtuelle qui était ici redémarre sur le second serveur. C'est totalement transparent pour l'utilisateur final qui va se reconnecter directement de la même manière. Donc on a juste le temps de redémarrage. On a un second PRA qui peut être un peu plus intéressant que le premier, parce que si ici nous sommes au local, si jamais le bâtiment prend feu, dans ce cas-là, effectivement, le PRA n'est plus fonctionnel. L'idée aussi lorsqu'on met un PRA, en local, c'est d'essayer de mettre ça, si possible, dans 2 bâtiments différents ou au moins 2 salles différentes. L'autre solution, c'est de mettre un PRA dans le cloud. Bon, sur le site, nous allons pouvoir redémarrer vos serveurs sur le cloud. Donc là, nous avons les mêmes limites. Donc, c'est toujours un redémarrage manuel, c'est-à-dire que ça nécessite l'intervention du service informatique pour redémarrer la machine virtuelle. Le RPO, lui, est souvent plus élevé, donc parce qu'on va faire des points de réplication plus espacés, parce que là, en fait, on va dépendre de votre bande passante Internet. Donc, un PRA dans le cloud, là, ça passe en général par Internet. Donc, si on est en fibre plus de 100 mégas, donc là, on peut descendre sur des RPO de 4 heures. Par contre, sur des lignes un peu plus faibles, souvent, on n'en fait qu'un seul tous les soirs. Et le RTO, par contre, est également un peu plus élevé. Alors certes, nous allons pouvoir redémarrer la machine virtuelle très rapidement. Par contre, d'un point de vue utilisateur final, les connexions vont changer. Parce que l'adresse que, par exemple, pour vous connecter sur votre serveur, l'adresse était sur votre serveur en local. Dans le cas du cloud, il va falloir dire que maintenant, pour se connecter, il ne faut plus se connecter sur serveur en local, mais il faut aller se connecter sur serveur dans le cloud. Donc, il y a un petit peu plus de temps, il y a des procédures à mettre en place pour que l'utilisateur puisse récupérer plein accès à ces données.
Le gros intérêt du PRA, que ce soit en local ou dans le cloud, c'est qu'on est capable de faire plusieurs points de restauration. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir un historique de vos données sur 7 jours, au moins, voire plus. Un petit peu comme une sauvegarde. C'est si jamais en fait il y a une défaillance de la machine virtuelle, je vais pouvoir redémarrer à 4 heures ou plus si besoin. Je prends l'exemple d'un CryptoLocker qui aurait été réalisé le week-end. Je vais pouvoir restaurer la VM au vendredi soir. D'accord? Donc ça, c'est un des gros avantages aussi également du PRA, c'est qu'on a plusieurs points de restauration dans le temps. Mais c'est redémarrage manuel. En cas de coupure, de défaillance du serveur, il y a coupure et il faut faire appel au service informatique pour pouvoir redémarrer. À la place du PRA, nous avons le PCA. Le PCA, c'est le plan de continuité d'activité. L'idée d'un PCA, c'est d'avoir deux serveurs qui travaillent de concert. C'est-à-dire que vous avez vraiment deux serveurs qui sont actifs-actifs, avec des machines virtuelles, vos applicatifs métiers, qui vont tourner sur un serveur ou l'autre. En cas de défaillance d'un des serveurs physiques, par exemple le second qui est là, la machine virtuelle qui était, qui était exécutée sur ce second serveur va bien entendu s'arrêter en cas de défaillance, elle s'arrête, mais elle va redémarrer automatiquement sur le serveur de disponible. Donc le RTO, là, il est quasi nul. Parce qu'on n'a pas de... Alors, déjà, le RPO, il n'y a pas de perte de données, d'accord? Parce que c'est une réplication en temps réel des machines virtuelles entre les deux serveurs. Et le temps de redémarrage, c'est juste le temps du démarrage de la VM. Donc, ça varie entre 1 minute et 5-10 minutes si jamais il y avait des mises à jour en attente sur la VM, ce genre de choses. Mais, le temps de redémarrage est quasi nul, et ce qui nous permet d'avoir une continuité de service très importante. Le second avantage également du PCA, c'est que ça nous permet d'avoir des performances accrues. Parce que contrairement au PRA, qui est ici, nous avons un serveur qui est actif et un serveur ici qui est passif. C'est-à-dire que les machines virtuelles ici sont éteintes, la ressource de ce serveur-là ne sont pas utilisées du tout. Alors que dans le PRA, le PCA, pardon, les deux serveurs tournent. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux machines virtuelles sur le premier serveur et deux autres machines virtuelles sur le second. Donc les ressources sont partagées entre les deux. L'inconvénient de cette solution-là, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, quand j'ai dit que le RPO, le temps de la perte de données était quasi nul, c'est que les VM sont répliquées en temps réel. Je n'ai pas d'historisation, je n'ai pas de point de contrôle de mes VM. C'est-à-dire que si jamais j'ai un serveur physique qui tombe en panne, c'est très bien, ça va redémarrer automatiquement sur le premier. Donc ça répond en fait à la défaillance matérielle. Si jamais il y a eu une attaque sur une des VM, ou même plus simplement une mise à jour Windows qui fait que cette VM ne redémarre plus, elle est en erreur, mais en réalité, la donnée, c'est la même sur les deux serveurs. Donc, elle ne pourra pas redémarrer sur le second serveur, cette machine virtuelle-là. Ça ne répond pas, le PSA ne répond pas aux défaillances système des machines virtuelles. C'est bien, ça répond uniquement à la défaillance matérielle. Donc, pour combler cette problématique, il y a la solution de coupler le PCA et le PRA. C'est-à-dire que nous avons une solution hautement disponible d'un point de vue matériel de votre production. Donc les machines virtuelles, en cas de défaillance d'un serveur, il n'y a quasiment pas de coupure, juste le temps de redémarrage de la machine virtuelle sur le serveur qui reste disponible. Et en cas de défaillance suite à une mise à jour, une attaque OX, il y a possibilité de redémarrer sur un serveur de secours via le PRA. Donc, que ce soit
en local sur un serveur qui est dans un second bâtiment ou dans le cloud. Sachant que on peut également mettre en place un PRA, mais dans certains cas, localement coupler un PCA PRA sur les deux mêmes serveurs. C'est-à-dire que le serveur de secours, en fait, peut être mis sur une autre grappe disque des deux serveurs qui sont également en PCA. Donc le PCA que je vous présente depuis tout à l'heure, il y a plusieurs types de PCA. Il y a des PCA avec des bêtes disques, pour ceux qui vont souhaiter parler un petit peu plus technique. Mais si on veut faire un vrai PCA, il va falloir prendre deux bêtes disques qu'on va répliquer ensemble, le stockage qu'on va appliquer. Là, on arrive sur des coûts qui peuvent vite être élevés. Nous, aujourd'hui, on travaille avec Datacore, qui permet de virtualiser le stockage et de les mettre en mode miroir, vraiment de faire un miroir du stockage et avoir la donnée à l'identique entre les deux serveurs. Donc, juste pour faire un petit brief sur cette solution de Datacore, cette solution nous permet d'avoir une continuité de service et de reprise après sinistre. Ça nous permet également d'agréger le stockage, peu importe la technologie. Donc, si jamais on a du disque SATA, du disque SAS, on est capable d'ajouter tous ces types de technologies-là. Si on récupère même du matériel existant, ça nous permet d'améliorer les performances des solutions existantes parce que on va se servir de la mémoire de vos serveurs pour utiliser le cache des serveurs en tant que RAM, donc avoir une très haute performance. Et ça nous permet également de coupler, comme je disais tout à l'heure, coupler différentes technologies de disques SSD, disques SAS, donc à différents niveaux de prix, pour répartir les machines virtuelles. C'est-à-dire qu'une machine virtuelle qui va avoir besoin de disques rapides, automatiquement, elle va se ranger sur les disques SSD et des VM comme de la bureautique qui sont utilisés moins fréquemment vont se stocker sur des disques d'archives, sur les disques SATA, de manière automatique. C'est le data-place. Juste pour donner quelques mots sur la solution Datacore. Je vais bientôt passer sur la protection des données dans le cloud. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces sauvegardes PRA, PCA que je vais vous présenter? Je rappelle, n'oubliez pas surtout d'ouvrir vos micros et sinon vous avez la possibilité de nous poser des questions par écrit. Dans le chat, tout à fait. Donc après, on laissera un petit peu de temps pour ceux qui veulent poser des questions à la fin du webinaire. Donc là, on parle souvent de la sécurité, de sauvegarde, PRA, PCA, et comme Alain a pu en parler en début de slide, mais personne n'est à l'abri. Et effectivement, on a tendance à penser, lorsqu'on met nos données dans le cloud, qu'on est à l'abri. C'est une mauvaise idée de penser ça. L'hébergement en cloud ne veut pas dire que vous avez obligatoirement un PCA PRA de vos données. Il est important de vérifier que vous avez une sauvegarde de vos données, que si vous êtes dans le cloud. Par exemple, vous pouvez avoir des applications SaaS, des applications métiers qui sont dans le cloud. Il faut s'assurer que votre prestataire sauvegarde bien vos données. Et quand je dis sauvegarde, c'est pas forcément sauvegarde locale. Si le prestataire a uniquement un seul data center, si ce data center se met à brûler ou il y a un incendie ou peu importe, il faut avoir une sauvegarde externalisée. On a parlé tout à l'heure de la règle d'or de la sauvegarde, le 3, 2, 1, 0. C'est-à-dire qu'il nous faut trois copies de données sur deux médias différents, dont une externalisée, et faire des tests de restauration. Donc ça fait partie des choses qu'il faut s'assurer. De plus, il faut vérifier qu'on a une réplication. Et quand je dis réplication, je vais surtout parler de géoréplication, une réplication sur des sites différents. Parce que si jamais le data center de la ville X n'est plus accessible, il faut qu'on ait une réplication de vos données
sur un autre site géographique afin de pouvoir redémarrer rapidement. Parce que si tout est sur le même site, ben, on perd l'accès aux données. Et dans ce cas-là, ben, le temps de coupure peut être extrêmement long. Et de plus, bah, veiller à ce que le prestataire ait un PCA, parce que des fois, on a pas mal de clients qui louent du serveur physique dans un data center, sauf que en fait, c'est tout simplement, on a un mono-serveur, comme si on avait un mono-serveur chez nous. Si ce serveur-là tombe en panne, bah, on perd l'accès aux données. Donc, il n'y a pas forcément de continuité de service. Donc, c'est des points qu'il faut veiller, parce qu'on fait souvent un amalgame. Donc, le cloud équivaut à avoir nos données hautement disponibles. Ce n'est pas forcément vrai. L'hébergeur vous met en place effectivement du double lien Internet, des onduleurs et des groupes électrogènes doublés, ce genre de choses pour avoir une continuité de service d'un point de vue infrastructure. Par contre, votre donnée, je m'oublie que vous en êtes responsable. Donc, il faut toujours veiller à ce qu'on ait une sauvegarde PCA, PRA et de la géoréplication. Je vais prendre le cas, par exemple, de Microsoft 365. Donc, je pense qu'ici, tout le monde utilise. Microsoft, la responsabilité dans les contrats Microsoft, c'est d'un point de vue infrastructure. Donc, Microsoft est responsable de vous fournir un service accessible, donc à son service de messagerie, Teams et j'en passe. Il est responsable que ces données soient répliquées entre les sites. Il est responsable également de la corbeille, c'est-à-dire que si jamais un utilisateur supprime le fichier, ça arrive dans la corbeille. Par contre, c'est extrêmement limité parce que une corbeille peut être vidée, elle peut même être purgée, donc on aura une perte de données. Donc dans ce cas, ça ne sera pas, on ne pourra pas les restaurer. Et il est également responsable de la sécurité de son infrastructure. Donc, je dis bien son infrastructure, donc c'est la sécurité physique et logique de ces data centers. Point. Vous êtes responsable de vos données, côté Microsoft. Donc, qui a accès et contrôle vos données? Si jamais vous avez sélectionné vos logins mots de passe sur un site malveillant et que quelqu'un récupère vos accès, Microsoft n'en est pas responsable, donc vous êtes responsable de vos données. Donc, si quelqu'un après supprime toutes vos données, elles sont perdues, Microsoft, on ne pourra pas forcément les restaurer. Donc, c'est pour ça que côté Microsoft, ils disent bien que vous êtes responsable de votre sauvegarde Office 365. Donc, la copie de vos données stockées dans un emplacement différent est de votre responsabilité. La rétention complète des données sur le long terme est également de votre responsabilité. Si vous voulez avoir une restauration d'un point de vue légal, enfin pouvoir récupérer vos mails d'il y a 5 ans, coûte que coûte, c'est de votre responsabilité. Donc, d'un point de vue sécurité, c'est votre responsabilité interne si jamais il y a des suppressions accidentelles, un collaborateur malveillant ou des représailles d'un salarié qui supprimerait le contenu des mails, c'est votre responsabilité. Si jamais il y a un ransomware ou un pirate informatique qui accède à votre messagerie, c'est votre responsabilité. Voilà. Donc, c'est important de connaître les niveaux de responsabilité de votre prestataire dans le cloud pour après prendre les bonnes mesures. C'est pour ça que, par exemple, Microsoft 365, c'est un service qui est puissant et reconnu, mais la sauvegarde complète des données n'en fait pas partie. C'est bien à vous de veiller à cette sauvegarde-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors nous, on utilise Vim. On est partenaire Vim Provider pour sauvegarder les emails de nos clients via Office 365 dans le cas de certaines contrats, où en fait on peut sauvegarder les données soit sur votre site, soit dans votre cloud, des mails pour pouvoir les garder sur plus de 5 ans. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut connaître. C'est pas parce qu'on est dans le cloud qu'on est totalement protégé. Mais il faut toujours penser à avoir des sauvegardes externalisées. J'espère que cette présentation aura été intéressante pour vous. J'ai essayé de détailler sans rentrer trop dans la technique pour pouvoir correspondre à tout le monde. Je vais redonner la main à Aurélien
si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes à votre écoute. Je vous remercie. Merci Alain, merci Guillaume pour vos présentations respectives. Effectivement, si des questions demeurent, n'hésitez pas à nous les poser. Nous sommes à votre écoute.